À la une ce soir, commémoration et recueillement au monument aux morts de Fort-de-France, préfets, anciens combattants et représentants de la communauté juive réunis pour la journée nationale des victimes de la déportation. Reportage en début de ce journal. La fête à Sainte-Marie, le tombolo presque en folie comme chaque année. Des milliers de visiteurs ont répondu au rendez-vous. Une course de yole était organisée pour l'occasion du jamais vu depuis 28 ans dans la commune du Nord-Atlantique. Nous recevrons Clarisse Corridin, chargée du patrimoine de la ville de Saint-Pierre. Vous saurez tout sur le Mai de Saint-Pierre, la manifestation culturelle qui a commencé ce dimanche et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis en sport, troisième étape du Tour cycliste junior de la Martinique, 86 km au menu ce dimanche pour les jeunes coureurs. Victoire d'étape remportée par Lucas Panier, compétiteur francilien. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est une commémoration inscrite dans la loi. Chaque dernier dimanche du mois d'avril, la France se recueille en mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale et des héros de la nation. Ce matin, le préfet de Martinique a présidé une cérémonie en présence des anciens combattants et des représentants de la communauté juive de Martinique. Le reportage de Loïc Régis. Honorer la mémoire des hommes, femmes et enfants déportés dans des camps de concentration ou d'extermination. Pour les 400 personnes de la communauté juive en Martinique, c'est un moment qui reste très important. Non seulement on est là solidaire avec tout le monde, mais aussi on est là pour aussi commémorer la disparition aussi de la Shoah, de 6 millions de Juifs qui sont aussi disparus parmi ça aussi. Mais aussi on est là principalement pour la solidarité de toutes les personnes disparues pendant la Seconde Guerre mondiale. Une solidarité envers toutes les victimes de tous horizons. On estime à plus de 150 000 le nombre de déportés en France, dont des Martiniquais. Nous avons beaucoup de Martiniquais, une quinzaine recensés à ce jour, mais il y en a eu d'autres puisque ceux qui ont disparu, on ne sait pas s'ils sont morts définitivement ou on n'a pas encore de signes. Après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, la France instaure le devoir de mémoire. Cette cérémonie est aussi le moyen de relancer les valeurs de la République. Aujourd'hui, c'est normal que l'on se souvienne d'eux et puis surtout qu'on pense au message pour lequel ils se sont battus, le message du refus de la haine, le message du refus des extrémismes, le message du refus du racisme, quelles que soient ses motivations. C'est tout cela que colporte cette journée et c'est pour ça qu'il est important de s'en souvenir. Célébrer les victimes et les héros de la déportation, une journée inscrite dans la loi depuis avril 1954. Les cérémonies ont toujours lieu le dernier dimanche du mois. Comme chaque année, c'est un rendez-vous prisé par des milliers de visiteurs. La fête du Tombolo de Sainte-Marie ce dimanche. Les yoles étaient de sortie pour une compétition sur le littoral samaritain. Presque 30 ans que l'on n'avait pas vu cela. Voyez le reportage de Guy Raphaël René. Lorsque la météo le permet, le Tombolo devient une attraction qui draine de nombreux visiteurs qui viennent découvrir l'îlet Sainte-Marie. Mon programme, c'est une visite du Tombolo, une journée de détente. On va déguster, on va voir qu'est-ce qu'il y a, on va aller dans les autres communes à côté, voilà. On est venu visiter le Tombolo pour s'amuser un petit peu entre familles, avec ma tati, ma maman, mon frère et moi. Et on s'amuse bien. Je regarde la course de yole et puis je suis là, je profite. Vous allez visiter? J'ai déjà visité justement. Comment commencer? Ah oui, c'est bien. Oui, j'ai bien aimé. C'est la première fois? Oui. Et j'habite à Sainte-Marie, c'est la première fois, je monte jusqu'en haut. Un site protégé naturellement par la mer et qui n'est accessible à pied uniquement lorsqu'elle se retire. Le Tombolo apparaît généralement au mois de février. Bon, le processus commence dès le mois de décembre, mais il apparaît véritablement en février, mars, avril, c'est le moment le plus fort. En principe, en général, il se ferme, il disparaît, disons, sous l'eau au mois de juin. Mais ça dépend encore du temps. Le processus peut se produire avant, mais il se produit un peu après aussi. Aujourd'hui, plusieurs animations sont proposées autour du site, dont la course de yole qui n'avait pas eu lieu ici depuis près de 30 ans. Les plus courageux se sont hissés vers les sommets. C'est un site magnifique, donc ça nous donne plusieurs points de vue, dont ici sur le Tombolo. Et donc on peut bien voir la course dans tout son ensemble. Ça vaut le déplacement? Assurément, même beaucoup plus. C'est génial, je ne pensais pas qu'il y avait un si bon coin en Martinique. Ouais, ça a été, tout le monde en famille, ça va.
Mais l'Îlet-Sainte-Marie abrite aussi une histoire peu connue du grand public. Il a d'ailleurs donné son nom à la commune. Lorsque l'usine centrale a été créée dans les années 1870, la production de sucre était livrée sur un port d'habitation qui se trouvait sur l'îlet, et cette production était acheminée sur le port de Cosmy. Donc l'îlet, le Tombolo, la mer continuent à jouer le rôle dans l'histoire. Dans l'après-midi, des courses équestres ont eu lieu sur la plage pour le plus grand bonheur des visiteurs. Voilà pour le Tombolo, toujours en fait année après année. Le chlordécone, une carte des zones contaminées en Martinique a été dévoilée cette semaine par les services de l'État. Un même document a été réalisé en Guadeloupe. Il est disponible sur Internet. Les explications de Linda Kayersi. La carte de la contamination des sols par la chlordécone est accessible sous la forme de carte communale sur le site de la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est aussi représentée sous la forme d'une cartographie dynamique sur Carugéo, le site d'information géographique de la Guadeloupe. Pour chaque classe de contamination, sont précisées les productions agricoles qui sont possibles sur les parcelles analysées. Une actualisation de cette carte est d'ores et déjà prévue afin d'ajouter les dernières analyses de sols réalisées d'une part par le programme JAFA et d'autre part par le BRGM, ces dernières données étant actuellement en cours de traitement. Au total, la carte de la contamination des sols par la chlordécone fait état de 5033 analyses de sol, couvrant une superficie de 3136 hectares. La carte fera ensuite l'objet d'une mise à jour annuelle. En Guadeloupe, la problématique de la santé avec l'Assemblée générale de l'Union des travailleurs guyanais, syndicat majoritaire du centre hospitalier de Cayenne. L'organisation demande plus de moyens, notamment humains, pour accomplir la mission de service public de santé. Voyez les précisions recueillies par Pierre Trifou. Le 28 mars, mon pays a descendu en la rue parce que le pays a dans une bacchanal dans Djokopo. C'est le monde de la santé qui a eu son mot à dire ce matin lors du focus des États généraux. Venus de tout le territoire, chacun porte ses réalités devant le seul intermédiaire, la CTG. La commune de l'Ouest, elle évolue. Et Cayenne ne peut pas, si vous voulez, prendre en charge ces patients-là. Ça fait que la structure elle est trop petite sur Cayenne. J'espère avec le nouvel hôpital que, par contre, que ça sera atténué, cette problématique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que l'État français prenne réellement en compte. Depuis 2001, nous avons signé ça pour l'obtention d'un CHU. 18 ans après, rien n'a bougé. On veut que ça se crée. Et un hôpital à Saint-Georges, un hôpital à Maripasoula. Et j'espère que ces états généraux nous permettront de réaliser ces ambitions que nous avons pour la Guyane. Suite à la demande du président qui demande de faire remonter un maximum de dossiers sur la situation en Guyane, les États généraux tentent de faire entendre la voix du système de santé guyanais qui bat de l'aile. La loi sur la CTG, particulièrement dans le domaine de santé, nous donne la possibilité de bâtir cette offre de santé. Je pense que nous sommes quand même tout à fait légitimes à dire ce que nous voulons au niveau des infrastructures, au niveau de la formation. Est-ce qu'elle est adaptée? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Nous n'intervenons pas dans des compétences régaliennes, mais en tout cas, nous sommes en train de donner une feuille de route. Les ateliers ne sont que le début de la manœuvre. Un dossier complet contenant les domaines pris en compte par les États généraux sera remis au président de la République. Celui-ci sera accompagné d'un rapport des Assises des Outre-mer pour tenter de se faire entendre. Voilà pour ce reportage en Guyane sur les états généraux de la santé. Retour en Martinique avec notre invitée ce soir, Clarisse Corridan, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc chargée du service patrimoine, responsable du service patrimoine à la mairie de Saint-Pierre. Et on va parler notamment de cette grande manifestation, comme chaque année, le Mai de Saint-Pierre, et ça a commencé aujourd'hui. Exactement, ça a commencé aujourd'hui à 8h avec une randonnée et ça s'est poursuivi donc avec des allocutions officielles pour lancer le Mai à 18h30 ce soir et ce sera fini, donc ça sera clôturé pour ce soir par un concert à 20h30 du groupe Bélia. Alors cette année, un thème particulier, 170 ans après l'abolition de l'esclavage officiel en France.
Totalement. Donc en fait, effectivement, ce thème qui est donc un thème important pour l'histoire de la Martinique, c'est le thème qui a été choisi pour le mai de Saint-Pierre pour cette année. Alors comment cela va se traduire? Alors ça se traduit effectivement par une programmation qui est en fait très en lien avec cette thématique. On l'a voulu comme ça. Elle est teintée tout le long de conférences, d'expositions, de spectacles qui ont un lien direct avec cette histoire qui est la nôtre. Alors notamment une retraite au flambeau. C'est ça, la retraite au flambeau qui a lieu donc le 21 mai, elle a lieu chaque mai, normalement. Mais cette retraite, eh bien, en fait, elle se veut beaucoup plus complète parce que cette fois-ci, on partira du point de départ de la colonisation, on arrivera donc au point d'arrivée de la libération, on peut le dire comme ça, et en passant donc point par des petites étapes qui rappellent l'histoire de l'esclavage. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'on attend effectivement un public assez nombreux pour cet événement. Alors, la ville de Saint-Pierre va re-signer une convention avec l'État, notamment sur le label de ville d'art et d'histoire. Est-ce que c'est une convention qui était un petit peu en danger ? C'est cela même. En fait, le label La Ville l'a depuis 1990. Une circulaire donc de 2008 impose que ce label soit renouvelé pour 10 ans, donc tous les 10 ans sur la base d'un bilan. Et effectivement, ce label devait déjà être renouvelé depuis au moins 2013 et donc il était effectivement en danger. Le bilan était en cours. Simplement, ça prenait plus de temps que prévu et nous y sommes enfin parvenus. Alors, quelle est l'importance de ce label pour la ville de Saint-Pierre ? Alors, l'importance, comme je l'ai dit, c'est que nous l'avons depuis 1990. C'est un label national qui est attribué aux villes et aux pays, donc dans le sens collectivité, qui ont un patrimoine et une histoire très importante, qui ont effectivement au niveau politique décidé de porter cette histoire, ce patrimoine, de sensibiliser la population locale, nationale et internationale à ce patrimoine. Et donc, l'importance pour Saint-Pierre, pour la Martinique d'ailleurs, c'est toute une fierté d'être la 101e ville de France à obtenir ce label et surtout de l'avoir jusqu'à présent. Alors, quelles sont les choses à mettre en place pour conserver ce label? Donc là, on l'aura pour 10 années supplémentaires. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre justement pour essayer de conserver ce label le plus longtemps possible? C'est cela. Alors, la ville s'engage à travers la Convention sur 10 ans un certain nombre d'objectifs précis qu'elle aura identifié, à savoir par exemple la sensibilisation au patrimoine, à l'histoire auprès des scolaires, par exemple, de la Martinique et de Saint-Pierre, tout à fait. Elle s'engage également à mettre en place une médiation à l'attention de la population locale, nationale et internationale. Elle doit créer ce qu'on appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, un CIAP, dans lequel normalement se trouve le service patrimoine en charge donc de la gestion du label. Et dans ce bâtiment, en fait, on doit retrouver un certain nombre d'espaces, de pièces qui présentent des expositions de la ville, temporaires. C'est un projet qui avance ? Alors oui, c'est un projet qui avance et c'est là tout le défi de la ville parce que si vous calculez bien, depuis 1990, nous sommes label ville d'art et d'histoire, mais nous n'avons pas de SIAP. Or, c'est un document, c'est un bâtiment qui est obligatoire. Donc là, tout le défi est de pouvoir construire ce SIAP le long de ces 10 années de convention qu'on aura. On va revenir sur le programme du mai de Saint-Pierre. Donc aujourd'hui, cela a commencé avec notamment une randonnée, ouverture officielle cet après-midi. Quel programme là pour les prochains jours ? Alors, on a quand même des temps forts, parce qu'en fait, c'est un programme qui vous invite à aller à Saint-Pierre quasiment tous les jours. Très éclectique. Voilà, donc jour férié et week-end. Donc, on a, par exemple, comme temps fort, le Madi Flora que tout le monde aujourd'hui connaît, qui se déroulera sur le week-end du 5 et 6 mai. Et dans le même temps, on a effectivement la fête de l'indianité, donc l'arrivée des premiers Indiens, que la ville, évidemment, célèbre parce qu'ils sont arrivés donc, à Saint-Pierre, donc entre le 5 et le 6 mai, avec des villages artisanaux, également des conférences. On a bien entendu le 8 mai. Donc c'est une commémoration. C'était un événement qui se voulait à la fois de recueillement, pardon. Mais en fait aujourd'hui on va en faire quand même un recueillement, mais également un événement artistique qui est inédit puisque Saint-Pierre lance sa première art fair. Et puis on a également donc un récital à 17h, des enfants de la chorale de l'Espérance qui sont suivis donc d'un concert de Fabrice Di Falco.
et qui va se faire sur les ruines du théâtre. Et là, c'est quelque chose quand même d'inédit et de fabuleux. Nous attendons vraiment un public très nombreux. Et puis, bon, vous l'avez dit, on a le 21 mai, une marche au flambeau particulièrement importante pour la ville et pour l'ensemble des Martiniquais, parce que c'est un rendez-vous avec notre histoire. Et le 22 mai qui, depuis l'année dernière, nous avons quand même à cœur de célébrer avec la ville du Prêcheur sous l'habitation du Champ, une habitation donc, qui se trouve entre les deux villes et qui aurait été le lieu de nombreuses... d'événements très importants durant les émeutes de l'abolition de l'esclavage. Merci beaucoup Clarisse Corridan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc responsable du service patrimoine de la ville de Saint-Pierre. Restez avec nous à suivre dans votre journal. On reviendra notamment sur la Biennale de danse de Fort-de-France. Le Belley à l'honneur ce dimanche. Des ateliers d'initiation étaient proposés au public. Et puis dans votre page sport, retour sur les finales du tournoi international de tennis de Martinique qui s'est terminé ce dimanche au Diamant. Le résumé dans quelques instants. Culture maintenant donc avec la Biennale de danse de la ville de Fort-de-France qui se poursuit. Ce dimanche était consacré, je vous le disais il y a quelques instants, aux traditions martiniquaises avec notamment des ateliers découvertes du Belley, ambiance captée pour nous par Johan Boulard. Dans des manifestations, quand aller au cas où c'est mon cas, vous quand vous montez qu'à danser, ou qu'à dire mon Dieu Seigneur, soit monter peut faire des bagages comme ça et puis entrer au combat, hein, montrer mon exprimer comme même ces bagages là. En plus des chansons, m'envoyer geste là derrière, m'envoyer belle derrière, m'a senti mon fond de bagages là. C'est pour ça qu'on m'a venu aujourd'hui pour m'en faire parler les pas. Véritable initiation Belley nous a fait pour les gens qui passent ça, même ça qui a ça aussi, puisque Belley c'est initiation, il faut savoir sens li, sauf ça qui pas qui n'a d'idée, qui rythme et surtout force que Belley a représenté dans l'histoire peuple Martinique là. Ça c'est nous qui c'est nous, donc on a pensé que les autres groupes qui là, les autres monde qui invités, bien contents de découvrir ça nous est comme danser, comme chanter, donc Belley, Damier, donc Kalinda. Culture toujours du théâtre avec Jeu de massacre d'Eugène Ionesco, auteur franco-roumain, une pièce jouée par l'Autre Bord Compagnie au Théâtre Aimé Césaire à partir du 3 mai. Loïc Régis a pu assister à l'une des répétitions, c'était ce matin, regardez. C'est particulier, donc nous sommes assez nombreux, donc ça demande beaucoup plus de temps pour s'organiser, pour mettre en place toutes les scènes, donc oui, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de concentration et puis être à l'écoute des autres, ne pas se marcher sur les pieds évidemment, et puis voilà, et puis c'est surtout comme on a fait, ça fait plusieurs temps que nous travaillons ensemble. Dans un petit village où il y a une épidémie qui survient et on assiste à différentes scènes justement où on voit tous les personnages qui réagissent face à cette épidémie. On a des politiciens, des gens du village, des femmes, on a un peu... on voit toutes les réactions et dans quelles conditions se retrouvent tous ces personnages face à cette épidémie.
On va utiliser 2 murs qui font 2 mètres par 2 mètres 20. Et là, vous voyez, les comédiens sont en train d'essayer justement la manipulation. C'est la première fois qu'on essaye ça. Et ça nous permet en fait de recréer des espaces sur scène. Et par exemple de mettre des escabeaux derrière pour que les personnages réapparaissent au-dessus du mur. Ils viennent s'y cacher, ils réapparaissent, ils sortent. Voilà, ça nous permet de faire plus d'entrées et de sorties finalement sur scène. Et puis j'espère que ça va créer quelque chose de très dynamique. Entre art et sport, à présent, le Lambillier Club et les Dauphins du Robert réunis ce dimanche pour une compétition de natation artistique, une discipline tout en grâce qui mêle rigueur et prouesse corporelle. Voyez les images et le reportage de Johan Boulard. Elles sont comme des poissons dans l'eau. Elles évoluent avec grâce et élégance. Une véritable performance sportive. Gainage, tout ce qui est musculation, ça peut être difficile. Ça consiste à faire des figures dans l'eau, à se déplacer en faisant des chorégraphies. Un sport exigeant qui nécessite de grosses qualités individuelles. L'expressivité, la souplesse, la coordination, des atouts qui doivent d'abord servir un collectif. Il y a un gros travail sur l'écoute, le partage, les autocorrections. Le coach est là pour toute la partie technique, mais vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la sensibilité, de l'expression, c'est un travail qu'elles font entre elles. On serre les épaules, on monte la poitrine, on décolle le menton. On est sur un sport aquatique, mais de façon ambiguë, on cherche à s'élever toujours plus haut. Il y a quelques décennies de ça, la natation artistique se pratiquait sur le plan horizontal. Une discipline qui évolue, à tel point qu'elle fut rebaptisée l'année dernière à l'occasion des Jeux de Budapest. Anciennement natation synchronisée, aujourd'hui natation artistique. C'est un véritable spectacle. On passe du sport au spectacle avec la natation artistique. Toutes ces interprétations musicales et tout à fait aussi tout ce qui est maquillage. Les 2 clubs se partagent une centaine de licenciés. La discipline est peu médiatisée, alors souvent les nageuses ne s'y intéressent qu'après s'être essayées à la danse ou à la GRS. De plus en plus, on a quand même des petites qui viennent nous voir, qui sont à l'école de natation, qui sont intéressées par la discipline. Et c'est bien dommage qu'elles commencent un petit peu tard. Le Lambillier Club a remporté l'or dans toutes les catégories. Prochain grand événement le 2 juin, avec un gala sur le thème des 1001 nuits. Voilà ce qui nous emmène à notre page sport. Le sport, et on commence avec du tennis. C'est la fin du tournoi international de tennis de Martinique qui se déroulait au Diamant. Et donc les finales filles et garçons se sont déroulées donc aujourd'hui, remportées par une Sarcelloise et un Américain. Résumé de ces rencontres avec José Lechertier. La finale féminine du tournoi ITF Junior a opposé la Canadienne Maria Tănăsescu, tête de série numéro 2, à la Française Océane Babel, championne de France 2017 chez les 13 ans. Maria Tănăsescu honore son palmarès et entame ce match sous les chapeaux de roue. La chouchou du public ne l'entend pas de cette oreille, Océane s'accroche et prend l'avantage sur son adversaire. Agressive, la sociétaire du tennis sarcellois gagne le premier set sur le score de 6-4.
Dans le second set, Tănăsescu se réveille. Si les échanges sont engagés, Océane pêche dans la finition et ne prend que 2 jeux sur la Canadienne. Maria déroule et s'impose dans le second set sur le score de 6-2. Un set partout. Tel le phénix, Babel renaît de ses cendres. La jeune Guadeloupéenne revient dans la course. Elle ne laisse aucune chance à la tête de série numéro 2. Tănăsescu ne prend qu'un jeu à la française. Océane remporte cette 3e édition du tournoi ITF du Diamant, 6-4, 2-6, 6-1. Je trouve que j'ai fait une bonne finale. Enfin, à part au deuxième où j'ai un peu lâché, mais sinon j'ai su jouer mon jeu. Ça me fait plaisir, surtout que c'était ma première finale en ITF, donc c'est bien. Je pense que j'ai joué bien, mais les points importants, je n'ai pas joué si bien et elle a joué mieux que moi, alors elle a mérité de gagner. Vraiment agressif, elle ne jouait pas avec du pression, elle est 4 ans plus jeune que moi, alors je pense qu'elle a rentré dans le match et elle a joué avec son cœur et je ne pouvais pas faire rien dans le 3e set. Chez les hommes, nous avons eu droit à une finale 100% américaine. Mildej Kosu, tête de série numéro 1, était opposé à Murphy Casson. Murphy prend l'avantage dès l'entame de la rencontre. Les échanges sont fournis, mais Casson se montre plus régulier. Le travail paie, il gagne difficilement le premier set, 7-5. Le second set est pour Kosu, il impose son jeu. Casson commet trop de fautes et ne prend que 2 jeux. Mildej gagne le second set 6-2. Dans l'ultime manche, Murphy est déterminé, il ne laisse aucune chance à son adversaire. Kosu manque de précision dans ses coups. Irrégulier, Kosu, tête de série numéro 1, s'incline face à Murphy Casson. La coupe ira tout de même aux États-Unis. Congratulations, you play a very, very great match. Je suis plutôt content de mon match, c'était une très dure bataille. Cette 3e édition n'a pas souri aux Martiniquais, le niveau étant trop élevé. Les têtes de série, quant à elles, ont été fortement bousculées dès le début du tournoi. Cette finale prouve que rien n'est acquis. La 4e édition promet d'être plus animée. Voilà donc pour l'épilogue de presque une semaine de compétition. Rendez-vous l'année prochaine pour ce nouveau tournoi. On passe au cyclisme avec la 3e étape du Tour Junior de Martinique. Aujourd'hui du Cos Sainte-Luce, 86 km. C'était ce matin et puis un contre-la-montre cet après-midi. Le grand format signé Carré Chassol et José Lechertier. C'est une journée difficile qui attend les coureurs de cette 3e étape du Tour Junior avec un premier tronçon en ligne de 86 km entre Ducos et Sainte-Luce le matin et un contre-la-montre de 10 km dans l'après-midi. Pourtant, cela ne refroidit nullement les ardeurs de certains. Au Morne-Vert, Stevie Hortensia Edmund du VCF s'extirpe du peloton. Une échappée qui ne dure pas. Dans Borne-la-Croix, la première difficulté de la matinée, le Guadeloupéen Adrien Ursel et Florian Saint-Louis du Madina Bikers placent une grosse accélération. Ils déposent le sociétaire du VCF avant le sommet. À Dostali, c'est au tour de Stéphane Saint-Aimé de la JC 231 de tenter sa chance. Il est rejoint par le Saint-Martinois Yehoudi Détouche. Puis par Chabrel de la POJ, Hortensia Edmund et Girier Dufournier du VCF, le Guadeloupéen André Lubin, Hippocrate de l'entente VCRPP et Saint-Louis du Madina Bikers.
Dans la bosse du Vauclin, le groupe de tête perd Saint-Aimé qui est décramponné. Ils sont 7 en tête de course, direction la deuxième difficulté, la côte de Marcel. Et là, le groupe de tête perd encore un élément. Loïc Chabrel de la POJ est décroché. Derrière, dans le peloton, Malik Balustre du VCF et les sociétaires d'Île-de-France donnent le tempo. Le peloton se scinde en 3 groupes. Derrière les hommes de tête arrivent Arcade du Madina Bikers, le Saint-Martinois Noël, le Maillot Jaune, le Guadeloupéen Ursel, Balustre du VCF et Erdual de la JC 231. Avant la descente de Monco-Baril, ils effectuent la jonction avec les hommes de tête. Avant la Dupré, le Saint-Martinois Yehoudi Détouche s'échappe. À la pointe Borgnès, sous le regard de Thierry Gago notamment, l'homme de tête est pris en chasse par le Guadeloupéen André Lubin. Hortensia Edmund du VCF et Hippocrate de l'entente VCR-PP. Et d'autres coureurs sortent du peloton. Ils effectuent la jonction avant le rond-point de Poirier. Sur la RN5, ils sont désormais 10 en tête. Ursel, Hippocrate, Sina, Hortensia Edmund, Saint-Louis, Girier du Fournier, Arcade, Nancy, Détouche et André Lubin. L'avance des hommes de tête tourne autour de la minute. Les kilomètres défilent et Luca Pagné sort du peloton sur l'ancienne route de Sainte-Luce. Il effectue la jonction et fait exploser le groupe de tête en imprimant un rythme soutenu. Seuls Arcade et Saint-Louis du Madina Bikers, le Guadeloupéen Ursel, Girier du Fournier et Hortensia Edmund du VCF, ainsi que Sina de l'entente VCR-PP, restent dans sa roue. 7 hommes qui effectuent les derniers kilomètres ensemble. Et c'est Luca Pagné de la sélection d'Île-de-France qui s'impose au sprint devant le Guadeloupéen Adrien Ursel et Sébastien Arcade du Madina Bikers. C'était une étape assez dure avec beaucoup de vent. Et ouais, on avait le maillot jaune, les autres équipes ils ont voulu nous piéger au début d'étape. On ne s'est pas affolé, on a roulé, on est rentré à 50 secondes de l'échappée. J'ai vu que j'étais assez bien et que le final il me convenait. Ouais, j'ai décidé d'attaquer, je suis rentré tout seul sur l'échappée. J'ai attaqué directement pour lâcher le plus possible de l'échappée. Comme ça après il y a Ursel qui roule avec moi. Et les autres ils n'ont pas voulu rouler. Du coup j'ai roulé jusqu'à l'arrivée pour prendre le plus de temps en général. Et voilà, c'est ce que j'ai réussi et gagner l'étape, c'est encore mieux. Que je ne pensais pas avec le boulot que j'ai fait avant, ils essayaient de m'attaquer. Et j'ai pris le virage très vite là-bas, j'avais reconnu hier. On l'avait vu et voilà, j'ai fait l'écart et j'ai gagné au sprint. Une domination quand même des coureurs d'Île-de-France où on voit Luca Pagné venir gagner cette étape et une bonne maîtrise de son coéquipier. Elliott Pierre aussi, on sait que c'est un coureur quand même qui a quand même fait de belles performances cette année, même s'il est junior première année. Avec l'équipe de France à Gern-Wevelgem, il fait 42e. À Kuurne-Buxelles-Kuurne, il fait 20e. Donc c'est un garçon qui maîtrise, qui a déjà la science de la compétition. On a vu qu'il ne s'est jamais affolé et son coéquipier revient quand même à 12 secondes avant le contre-la-montre de cet après-midi. Au niveau des coureurs martiniquais, ils se sont quand même débrouillés. Il y a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup ont recherché la victoire d'étape. On a vu aussi certains essayer de remonter au général, comme Sébastien Arcade, Florian Saint-Louis, qui avait perdu beaucoup de temps hier. Et les autres ne sont pas loin. Donc rien n'est encore joué pour ce Tour cycliste de Martinique.
Cet après-midi, le contre-la-montre de 10 km entre Gros-Rizin et Montézier à Sainte-Luce est revenu au maillot jaune Elliott Pierre. Il parcourt les 10 km en 16 minutes et 24 secondes. Le podium est complété par son coéquipier Luca Pagné avec un chrono de 16,43 et Florian Saint-Louis du Madina Bikers en 17 minutes et 23 secondes. À l'issue de cette troisième étape, Pierre Elliott est leader devant son coéquipier Luca Pagné à 30 secondes. Malik Balustre du VCF complète le podium. Il est à 2 minutes 9 secondes du leader. Quatrième, Lionel Sina de l'entente VCRPP à 3,05. Le premier Guadeloupéen est cinquième. Adrien Ursel est à 3 minutes et 59 secondes. Sixième, Fabien Ordual de la JC 231 à 5,19. Septième, le Saint-Martinois Kiani Noël à 6,03. Huitième, Thomas Demanet d'Île-de-France à 6,27. Neuvième, Florian Saint-Louis du Madina Bikers à 7,05. Et dixième, Sébastien Arcade également du Madina Bikers. Il accuse un retard de 7 minutes et 40 secondes sur le maillot jaune. Demain, la quatrième étape conduira les coureurs de Rivière-Pilote à Ajoupa-Bouillon. Le départ sera donné à 13h30 près du marché de Rivière-Pilote. Direction Sainte-Luce, puis Rivière-Salée, Ducos, Lamentin. À partir du Robert, on va attaquer les toboggans de la côte atlantique avec Augrin, l'Estrade, la Rocade de Trinité, le sommet du foyer Charité, Charpentier et Vivet pour une arrivée à Ajoupa-Bouillon après 80 km. Voilà pour le programme. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information pratique comme chaque soir, le rendez-vous pour le don du sang. Demain, rendez-vous donc entre 8h30 et 13h30 au centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et c'est ainsi que l'on referme ce journal. Alors, juste avant, on va revenir sur l'actualité sportive avec notamment le résumé de l'actualité sportive de ce week-end, un résumé préparé par Karel Chassol et José Le Chertier. On va revenir notamment sur le championnat en volleyball, mais aussi en football et notamment en sport automobile. Voilà le résumé préparé par Karel Chassol et José Le Chertier, c'est maintenant. En volleyball, début hier soir au Palais des Sports de Rivière-Salée des finales des playoffs. Chez les femmes, l'Espoir en fer a disposé du rayon 3-7-1. Après avoir remporté les 2 premiers sets, les Lucéennes se font surprendre lors du troisième, mais elles l'emportent tout de même en 4-7. Chez les hommes également, victoire en 4-7 pour l'Espoir qui a battu sur le même score le RCA. Après s'être imposé lors du premier, les Ansois ont vu les Lucéens aligner 3 sets d'affilée. Suite de ces finales en ce moment, nous y reviendrons demain. Handball féminin, épilogue de la saison régulière avec la 18e et dernière journée du championnat de pré-national. Elle a été marquée par la victoire de l'entente AS Montéziès Gauloise 32-27 dans le choc face à l'USC Citron. Pour le reste, victoire logique du Réveil Sportif et de l'Arsenal. L'UJ Redoute et le RC Lorrain se sont également imposés. Au classement, les 4 formations qui joueront les demi-finales de la poule des As étaient déjà connues. Ce sont l'entente AS Montéziès Gauloise, l'Arsenal, le Réveil Sportif et l'USC Citron. Les relégués sont le TS Franciscain et l'Étoile de Gondou. Chez les hommes, l'Étoile de Gondou, l'USC Citron, le Réveil Sportif, l'Espoir de Floriel et l'ASC Dillon-Doubout se sont imposés. Au classement, l'Étoile de Gondou, l'USC Citron, le Réveil Sportif et l'Espoir de Floréal disputeront les demi-finales de la poule des As. L'Éveil de Carabin et Sainte-Anne-Cap-110 joueront en excellence la saison prochaine. En football, la 23e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par la victoire du club franciscain, du Golden Lion, de l'Aiglon, de la Samaritaine et de l'Émulation, partage des points dans les autres rencontres. Au classement, le Golden Lion a 2 points d'avance sur les franciscains qui ont 2 matchs en retard. La Samaritaine est 3e à 5 longueurs du leader et l'Aiglon 4e à 6 points des Joséphins. En bas de tableau, on retrouve le Golden Star, la JS Eucalyptus et le CS Case Pilote. Et en volleyball, notez cette information de dernière minute. L'Espoir de Sainte-Luce est désormais donc champion de Martinique chez les filles. Elles ont battu 3-7-2 le rayon. Le match s'est terminé il y a quelques minutes. C'est la fin de cette tranche info. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Dépôt de gerbes et recueillement ce matin à Fort-de-France à l'occasion de la journée nationale de commémoration des victimes de la déportation et de la Seconde Guerre mondiale en présence d'anciens combattants
et de communauté de la communauté juive de Martinique. La fête à Sainte-Marie, le Tombolo presque en folie comme chaque année. Des milliers de visiteurs ont répondu au rendez-vous. Une course de yole était organisée pour la première fois depuis 28 ans dans le Nord Atlantique à Sainte-Marie. Nous sommes revenus avec Clarisse Corridan, chargée du patrimoine de la ville de Saint-Pierre, sur le programme du Mai de Saint-Pierre avec de nombreux rendez-vous. Notez que la ville de Saint-Pierre va signer de cette convention avec l'État pour conserver son titre de ville d'art et d'histoire. Et puis en sport, troisième étape du Tour cycliste junior de Martinique, 86 km bonus dimanche, victoire d'étape remportée par Lucas Pagnier, compétiteur francilien. À suivre l'information nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. Ce soir à 20h, votre téléfilm familial. Un téléfilm Ma seule famille. Demain, rendez-vous avec Sabrina Doré qui fait son grand retour dans la tranche info. Merci de votre fidélité. Excellente soirée et bonne semaine sur ATV.